Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Merci de me recevoir à travers vos petits écrans partout où vous nous suivez, que ce soit au Congo, à la diaspora, pourquoi pas, dans le bassin du Congo. Alors aujourd'hui, nous avons fait le choix de traiter une question si importante au regard de l'opération qui a lieu ces derniers temps, celle de la traque de cette jeunesse, en tout cas brigante, comme on peut le dire, les bébés noirs. Il est question aujourd'hui de réfléchir sur le devenir de cette jeunesse. C'est vrai que l'opération a lieu parce que tous nous avons constaté, nous savons ce qu'est cette jeunesse. Ces derniers temps, les gens sont même très étonnés de tout ce qu'ils lisent à travers les réseaux sociaux, des témoignages que ces jeunes font, en tout cas du travail de fond qui se fait. Mais il est question pour un État de s'interroger sur l'avenir de cette jeunesse, c'est-à-dire, après cette opération, quelle jeunesse avons-nous besoin ? Étant donné que cette opération est du fait de l'éradication de ces violences, comment alors devons-nous maintenir ce cap? Pas le cap de la traque des jeunes, mais comment préparer une nouvelle jeunesse? Quels sont les instruments qu'il faut utiliser? Quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place? Parce qu'il faut rappeler, en tant que les scientifiques des sciences humaines, l'homme est tordu par nature. L'homme est malhonnête par nature. C'est un barbare par nature. Donc si les conditions ne sont pas mises en place, nous risquerons de tomber donc dans la même merde comme ce que nous sommes en train de vivre. Et pour ce faire, en tout cas, j'ai invité sur ce plateau des hommes qui se donnent franchement la réflexion sur notre société, pourquoi pas sur l'homme. Avec eux, nous allons tenter d'échanger à propos dans beaucoup d'efforts intellectuels, rationnels, en tout cas pour comprendre la question. Et je voudrais inviter donc les autorités de la place, s'il vous plaît, pour pouvoir suivre ces réflexions, surtout les pédagogues, ceux qui ont en charge l'éducation des enfants, donc le milieu de l'éducation, aussi bien de la jeunesse, peut-être aussi les parents d'élèves, mais les responsables de ce pays. Alors pour ce faire, j'ai reçu sur ce plateau M. Cédric Pambo, qui n'est plus à présenter, il est professeur de philosophie. Bonjour M. Cédric. Bonjour M. Romik. C'est pas un hasard que tu sois là, parce que tu travailles sur l'homme. Justement. Pour la première fois, Francisca Deborah Nielenga, une consoeur qui n'est pas présentée, en tout cas qu'elle soit la bienvenue sur ce plateau pour la première fois, c'est une dame engagée. Bonjour Francisca. Bonjour Romik. Tout le plaisir est à moi. Merci de m'avoir invité. C'est pas donné des dames sur Marc Bazin pour parler des questions du pays. On va essayer de donner des conseils. Absolument. Ce qu'on a. Absolument. Je sais que tu as ça avec toi. Alors, Conseil Barapeya, qui n'est pas aussi présenté, on dit le docteur Conseil Barapeya, ici parce qu'il est politologue, il réfléchit largement sur la société. Bonjour, monsieur Constant. Bonjour, mon cher frère, l'État des temps modernes. Heureux de retrouver les millions de téléspectateurs de Marc de Bazar. Merci pour ce petit nom que je n'accepte pas, mais que tu me forces souvent. Merci. Alors, vous avez suivi entre-temps, comme je l'ai dit tantôt, vous continuez à suivre l'évolution de la situation. Et aujourd'hui, donc, chers invités, nous allons tenter d'apporter vraiment une grande haute réflexion pour que le Congo ne tombe plus dans ce piège. Parce que nous sommes en droit de nous interroger même pourquoi le Congo peut connaître une telle jeunesse. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions arriver à une telle jeunesse? Qu'est-ce qui a fait que nous puissions faire jaillir dans le pays, donner corps à une telle jeunesse? Ça, c'est des questions réservées aux pédagogues. Et ça a été beaucoup traité. Déjà, pour commencer, chacun de vous tentera d'apprécier à sa manière cette opération. Parce que M. Cédric a planché ici sur la question, M. Barapeya plusieurs fois, tous les Congolais d'ailleurs. Alors, l'opération, qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'on ne peut pas ne pas en parler. Comment vous appréciez l'opération? Permettez-moi, c'est fort. Bon, mais tout le monde a apprécié l'opération. Ça a été une grande surprise de voir le chef de l'État lui-même déclarer ouvertement que bon, voilà, l'initiative est partie de lui. C'est un phénomène qui a perduré. On ne comprenait pas si réellement on vivait dans un État ou dans une jungle. Voilà. Et donc pour nous, c'est une bonne nouvelle de voir que la DGSP puisse prendre les choses en main. Voilà. Monsieur Conseil Barapeya. Bon, merci. L'opération. Oui, l'opération qui est actuellement en cours depuis un mois a été appréciée diversement et c'est à faire l'objet de controverses. Mais je pense que cette opération a été largement saluée par les populations. Vous vous en souvenez des atrocités. On peut discuter sur les méthodes.
sur les méthodes, sur le modèle opératoire. Mais le problème en lui-même est là. Et vous avez vu comment les populations ont apprécié. Aujourd'hui, vous pouvez partir d'un coin de la rue à l'autre à 22h, 23h sans être inquiété. Donc, il faut reconnaître que l'opération était la bienvenue. Elle est appréciée par les populations. Et du moment où les populations ont donné leur adhésion, il n'y a pas de reproche à faire. D'ailleurs, j'ai suivi certains compatriotes, à raison bien sûr, qui évoquent les questions de droit. Bon, on est dans un état de droit, il faut respecter la loi. Oui, je suis d'accord. Mais comment peut-on parler d'état de droit dans une société où le droit est malade? Vous avez suivi le témoignage de ces compatriotes qui disent on les a amenés à la maison d'arrêt pour qu'ils bénéficient de la liberté provisoire. Il fallait débourser 100 000 à tel magistrat. À partir de ce moment-là, nous sommes dans ce que je dis toujours, l'état mou, où les individus piétinent la loi. À partir de cette configuration, comment est-ce qu'on peut faire référence à la loi dans une société autoritaire où le droit a failli? Maintenant, entre l'exigence de protection de la société et le pourrissement de la situation où, voyez-vous, une femme éventrée, qui part accoucher éventrée, monsieur Ibarra, qu'on a assassiné à Talanga, il était mon cousin, bon, le mot cousin n'existe pas dans nos langues, c'était mon frère, puisqu'il est de Konoso comme moi, celui qu'on avait amputé le pied, le pied, on est parti avec. Donc, des cas sont légion. Il fallait à un certain moment se poser la question et arrêter cela. Maintenant, on peut discuter sur la méthode. Les méthodes, nous avons discuté en tout cas avec les collègues de Paris pendant le séjour de Marc Bazar. Et là, on revient à la même interrogation parce que, et ceux qui vivent ici, bon, bref, madame, c'est la question que j'aimerais te poser. Comment vous appréciez, il faut le dire comme ça, les Congolais qui ne vivent pas la réalité ici, mais qui sont hors Congo, peut-être qu'ils n'ont jamais vu les bébés noirs. Comment vous appréciez leurs attitudes, parce que pour eux, ils condamnent l'opération. Comment j'apprécie leur attitude? Que dire, quoi? Mais je pense que je ne les condamne pas pour ce qu'ils disent sur la faisabilité de cette opération. Je n'adhère pas non plus à leurs opinions, diverses opinions, parce qu'il faut mettre de l'équilibre. Nous savons qu'il y a certains compatriotes qui sont partis du pays il y a fort longtemps et qui ne sont pas au parfum des réalités que nous vivons au quotidien ici au pays et qui se contentent très souvent de ce qui est divulgué, sinon diffusé sur les réseaux sociaux, et qui ne vivent pas dans leur chair, hein, c'est que ceux qui sont restés au pays vivent. Donc, je peux comprendre certaines opinions qui sont contraires à l'opération qui se fait actuellement sur le terrain. Et je peux aussi comprendre que les Congolais qui sont au pays puissent s'insurger contre cette diaspora parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Et je pense que pour nos compatriotes qui sont à l'étranger, avant d'apporter toute critique, il serait quand même bien de chercher à comprendre la situation qui se passe sur le terrain et à comprendre après les méthodes ou sinon l'action qui est menée sur le terrain. Donc voilà. Merci beaucoup. J'avais promis à bon nombre que nous allons tenir des plateaux à ce sujet. Ces méthodes, il y a à débattre. En tout cas, c'est pour aller vers les responsables de l'opération, poser des vraies questions. Pourquoi cette méthode? Mais qui vit au Congo comprend pourquoi. Parce qu'il faut dire que tout Congolais était une victime, était une proie. Ceux qui sont morts, nous les dépassons rien. Nous avons ici à la DRTV un caméraman qui, si ce n'était pas, comme on dit, le hasard ou Dieu, il rendait l'âme. Voilà, ça on a vécu, nous-mêmes on a vécu. Alors, si vous permettez, je voudrais ajouter quelque chose qui concerne en même temps nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui critiquent parfois à tort ou à raison cette opération. Également les associations dites
des défenses des droits de l'homme qui actuellement sont montés au créneau pour critiquer. Mais moi, en tant que citoyenne, je dirais que c'est mal faire. Pourquoi? Parce que ce qui est curieux, c'est que quand il y a des exactions causées par ces bandits, pendant des années, ça fait des années que les Congolais vivaient ce calvaire. 2016 déjà. Voilà. Donc, on n'a jamais vu les défenseurs des droits de l'homme monter au créneau pour dire, ben voilà, l'État, les gouvernants, levez-vous parce que la population est massacrée. Mais pourquoi attendre seulement quand les autorités prennent leurs responsabilités pour éradiquer un tel phénomène? Pourquoi attendre ce moment pour venir parler des droits de l'homme? Et parler des droits de l'homme pour défendre les criminels qui sont traqués. Mais pourquoi ne pas parler des droits de l'homme quand la population innocente se fait massacrer? C'est ça que je trouve, c'est paradoxal et c'est quelque chose qu'il faut revoir. Il y a une sorte d'hypocrisie dans le bruit, j'appelle ça le bruit, hein, que font les défenseurs, entre guillemets, des droits de l'homme. Oui, merci bien. C'est un constat qui est fait par tout le monde d'ailleurs. Et pour être plus clair, vous rappelez, il y a eu des interrogations sur la toile. Et tu as dit quelque chose de fondamental. Pourquoi lorsque les victimes naïves ont connu les assassinats, les atrocités, ici, sur la place de Brazzaville, quand nous, la presse, nous avons crié partout, on a attiré l'attention du gouvernement, même du chef de l'État à propos, où étaient les droits de l'homme. Et combien de Congolais sont morts, il faut le dire comme ça, par ces phénomènes de 2016 à aujourd'hui. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de mutilés qui regrettent même quand ils voient cette opération, ils se disent merde, si ça avait lieu avant. Mais où était-il? Et pourquoi toujours lorsque un État s'engage à éradiquer un phénomène, surtout lorsqu'il y a eu l'appel, je dis bien des Congolais, parce que face à la mort, on ne réfléchit pas. Face à la mort, on ne réfléchit pas. C'est la question que nous nous posons. Peut-être que nous irons vers eux-mêmes pour en débattre. Et c'est là où les gens pensent que c'est une forme de politisation aussi. Aussi bien, pour répondre aux collègues, nous avons vu des activistes et des politiques qui en ont fait un instrument pour leur combat politique. Alors que ici, il s'agit de la vie des Congolais qui était mise en danger et tout ce que nous voyons. Mais on ne peut pas en faire un instrument pour le combat politique. Pourtant, le combat politique a lieu sur le plan des idées. Mais chez nous, on attend les faits pour les prendre, retourner, croyant convaincre l'opinion. Mais cette opinion qu'on veut convaincre, c'est une opinion victime. Et lorsque les gens s'alignent, j'ai toujours dit, c'est pas parce que c'est le pouvoir, mais c'est parce que c'est des réflexes de vie. C'est des réflexes de vie. Est-ce que tous les Congolais sont politisés? Non. Donc c'est la réponse un peu que j'ai pu donner aux autres dans les couloirs de Paris. Bon, chacun est libre de faire ce que nous sommes, mais ce qui est vrai, nous ne sommes pas étonnés de voir les Congolais adhérer. Bref, c'était juste un petit regard sur cette opération. Mais aujourd'hui, chers invités et téléspectateurs, le travail est en train d'être fait dans tout le périmètre national, comme je l'ai dit tantôt. Mais le problème, on peut éradiquer, mais l'homme reste l'homme. Ici, nous avons parlé dans ce pays des antivaleurs. Et pour le philosophe, pour le politologue et même pour vous, vous savez que l'homme ne naît jamais conscient. Il ne naît jamais honnête. Il est né malhonnête par nature. Il faut que la société le transforme. Ah, mais si vous dites comme ça, je vais vous contredire. Voilà. Parce qu'en philosophie, on dit que l'homme n'est bon. C'est la nature qui le corrompt. La société qui le corrompt. Mais ça, on peut aller. Ça, parlez comme ça, je vais vous contredire. On a un philosophe là. Voilà. Mais lorsqu'on dit l'homme n'est bon, mais il faut étudier la nature de cette bonté. De quelle bonté est-ce que cette bonté a un effet sur l'autre? Bien sûr que oui. Et la société doit le corrompre aussi, hein, parce qu'on ne peut pas être homme sans être dans la société. Bon, bref, ça risque d'être en cours. Mais lui-même, Rousseau, quand il dit que l'homme est né bon, nous sommes à l'état de nature. Voilà, mais il ne finira plus par intégrer l'état par la suite. Sauvage. Parce qu'il y aura des dérapages par la suite. Cette bonté, c'est dans l'état sauvage. Il est bon, tu lui es permis. Il peut prendre la femme de quelqu'un, il peut ravir une parcelle. C'est ce que nous voyons ici. Mais cette bonté a des répercussions sur la vie de l'autre en face de lui. Et ça crée des guerres, des crises. D'où la société qui a des lois doit le corrompre pour qu'il ne soit plus ce qu'il est purement, et qu'il devienne ce que la société voudrait. En ce moment-là, ils sont égaux. C'est un peu... Merci beaucoup, hein, tu nous inspires. Voilà. Alors, je disais donc, comment donc l'État congolais pourra faire par rapport aux vieux fichiers, par rapport au regard que nous avons des autres sociétés, en tout cas pour
éviter de tomber encore dans cette jeunesse et de faire à ce que nous puissions avoir une bonne jeunesse responsable qui peut prendre la relève demain. Parce qu'après toutes ces opérations, c'est l'argent qui est sorti. C'est des problèmes qu'on évite à tout moment, là. C'est des crises qu'on évite au même moment. Maintenant, comment faire après cette opération pour avoir un type de jeune, franchement, qui rime avec la société qui est la nôtre? Madame Desbons. Monsieur Romic, je suis désolée de pouvoir le dire que, en réalité, on ne devait pas penser l'après-opération des GSP si en amont, les décideurs avaient pris à bras le corps le problème de l'instruction et de l'éducation de la jeunesse. Si on avait pris ce problème-là en amont, aujourd'hui, on ne parlerait pas de l'opération Zéro Corona des GSP. Donc il y a une faillite que nous avons enregistrée en amont qui nous a conduit à cette catastrophe que nous vivons aujourd'hui. Alors s'il faut pas, comment arriver à avoir une jeunesse de qualité pour le Congo de demain? Mais je pense qu'il faut d'abord repartir, parce que vous avez parlé de l'État. Dans cette affaire, il n'y a pas que l'État qui est responsable. Il n'y a pas que le gouvernement ou les décideurs qui sont responsables. Le problème part déjà des familles. Voilà. Parce que dans une société humaine, la famille reste le socle de la société. Donc si dans la famille, les choses ne vont pas bien, l'individu, parce que c'est la famille, c'est elle qui fabrique des bons citoyens comme des mauvais citoyens. Si à la base tout est fauché, tout est détruit, mais les citoyens qui sortent d'une famille pour se retrouver dans la société, il va causer toutes sortes de dommages. Donc je pense qu'il faut d'abord repartir à la base. Il faut appeler les parents à reprendre leurs responsabilités. Je crois que ça a été déjà dit un peu partout en long en large. Ben oui, mais les parents sont démissionnaires. Les parents sont démissionnaires. Il faut que les parents reviennent sur leurs responsabilités en éduquant les enfants. Hein, et puis l'État prendra la suite. Et la suite, ce que l'État peut faire, c'est quoi? Mais c'est de créer des conditions pour qu'on ait une jeunesse bien instruite. Et après l'instruction, il faudrait bien occuper cette jeunesse-là par le travail. Et quand je parle du travail, il n'y a pas que la fonction publique, parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème au Congo. Quand on parle du travail, quelqu'un dira que non, j'ai déposé mes dossiers, on ne m'a pas pris. Mais le travail, ce n'est pas qu'aller s'asseoir dans un bureau. Le travail, ce n'est pas seulement être embauché à la fonction publique. C'est le modèle qu'on a acquis dans ce pays. Hein? Malheureusement, il faut corriger. Il faut le corriger. Donc, l'État doit créer les conditions pour qu'un jeune qui sort d'une école de formation qui a été instruit puisse travailler. Voilà. Travailler où? Mais c'est à l'État de créer ces conditions-là. S'il faut aller à l'agriculture, s'il faut aller à l'élevage, s'il faut... dans tous les secteurs, c'est l'État qui doit impulser le rythme et la cadence. Et la cadence. Alors, M. Constant Barapéa, vous avez suivi votre consort, l'éducation, et plutôt comment faire en passant. Si nous avons écouté ce discours, nous sommes dans un état que la famille est de beaucoup responsables, mais la famille, c'est toi et moi. J'ai l'impression que lorsque nous parlons de famille, du père et de la mère, nous voyons nos parents à nous, mais ce sont nos enfants. L'âge des bébés noirs là, ce sont nos enfants. Donc les parents, c'est nous. On peut s'interroger sur ce qui se passe entre nous et nous-mêmes. Est-ce que réellement nous sommes dans une société qui nous permet aujourd'hui d'éduquer les enfants? Et de quelle éducation s'agira-t-il? Est-ce que les parents ont des conditions sociales réunies pour maîtriser ces enfants? Et que dire par exemple des parents des terroristes, des bandits qu'on voit un peu partout dans le monde? Monsieur Constant Barapéa, sociologue d'ailleurs, politologue et anthropologue, vous êtes mieux placé pour nous dire des choses. Bien. J'ai l'impression que, et même ça c'est le côté qu'on pourra reprocher à cette opération, qu'on s'attaque aux conséquences et non aux causes. Nous sommes en train de s'attaquer aux conséquences et non aux causes. Mais il faut bien, on n'a pas le choix. J'arrive. Et malheureusement, c'est toujours, puisque vous parlez de la jeunesse, c'est toujours la jeunesse qui est en cause. J'ai suivi le président de la République qui disait que depuis les indépendances, le Congo n'a jamais connu une stabilité. C'est-à-dire que les troubles, les désordres, il a dit quelque chose comme ça. Ouais. Mais la victime, c'est qui? Qui est la victime? C'est la jeunesse. On a fait la révolution, les jeunes ont payé.
On a fait le parti unique, les jeunes ont payé. On a fait la démocratie, les jeunes ont payé. Et là, c'est notre génération. Puisque ceux qui sont dans les années, fin années 60-70, 90, on est dans la vingtaine. Ben oui. Alors, ceux à qui on a donné les armes, 92 milicisations de l'ordre, tout ça, c'est nous, de cette jeunesse. Vous l'avez bien dit, M. Romy Kokilas. Les jeunes, là, les bébés noirs, ce sont nos enfants. Voilà, ce ne sont pas les enfants de nos Ce parents. sont pas nos enfants, ce sont nos enfants. Voilà. Donc, c'est-à-dire 60, 70, 80. Absolument. C'est cette génération. Mais il faut faire une analyse un peu élargie. Lorsque nous arrivons, cette jeunesse, surtout dans les années 70-80, mais nous sommes ce qu'on appelle les générations sacrifiées. Souvenez-vous lorsque nous partions au FMI, pour la première fois dans les années 80, il y a eu les passes. On risque de revenir sur les causes. Attendez. Non. Nous devons... Attendez, s'il vous plaît. Parce que nous risquons d'aller... En une seconde, je vais... On ne cherche pas les causes. Oui, parce que si on... Attendez, s'il vous plaît. Les causes sont connues. Je ne voudrais pas qu'on revienne sur les mêmes choses. Les causes sont connues. On a fait des plateaux ici. Attendez. La question est essentielle. Ce n'est pas une fuite. Nous avons fait ce débat ici. Nous avons du temps à gérer. Nous sommes à 20 minutes déjà. Ça, on a trop dit. Mais réfléchissons sur cette jeunesse. Tout ce que tu dis là, c'est sûr. Tout le monde le sait. J'y arrive. Il y a eu une faille du gouvernement, et plutôt une faille de l'État, qui n'a pas pu encadrer la jeunesse de tout. Ça, c'est sûr. Maintenant, que faut-il faire? Voilà la question. Très bien. C'est ce qui est essentiel. Nous sommes en face d'une crise. Il faut donc résoudre la crise. Et effectivement. Il y a deux mécanismes de résolution de crise. Surtout les crises sociales telles que nous le vivons là, sécuritaires. Nous avons la résolution opérationnelle. C'est ce qui se fait avec la DGSP. Il nous faut une résolution structurelle. La résolution structurelle, c'est quoi? C'est créer des conditions pour donner à ces jeunes l'espoir. Parce que opération et après, Victor Hugo disait, la tête de l'homme du peuple, ne la coupez pas, arrosez-la, éclairez-la. Donc, si on ne pense pas les mécanismes structurels, ça peut être quoi? Ça peut être créer des conditions. Bon, on a pris l'exemple, le cas d'Aubéville. Moi, je trouve que le cas, puisque là, on a construit que pour 500, 400. Bon, j'ai suivi le ministre disait que c'est pas tout le monde qui ira là-bas. Ceux qui sont en conflit avec la justice n'y iront pas. Mais sinon, si on pouvait créer des conditions comme ça, on peut en faire une main-d'œuvre agricole. On parle d'agriculture dans ce pays sans pourtant produire un plan opérationnel. Voilà la main-d'œuvre. 602 000, c'est déjà une main-d'œuvre. Il faut donc penser à cela, créer un cadre structurel où vous allez mettre ces enfants. Ça, c'est de un. Deuxièmement, dans une société où la régulation sociale a failli, il faut donc renforcer cela. Et puis, ce qu'on a commencé avec le mono... Qu'est-ce que vous entendez par régulation? Régulation sociale pour ceux qui nous suivent. Oui, mais la régulation sociale, c'est quoi? C'est les lois. Voilà. La société, l'encadrement social. Voilà. Cet encadrement social n'est pas seulement le fait de la loi étatique, non. Nous avons les lois au niveau des parents, nous avons des coutumes, tout ça qu'il faut mobiliser pour mettre à la disposition de la société. Nous avons la socialisation. Au temps du mono, par exemple, ouais. La socialisation se faisait par l'expression des chants populaires. Nous avions eu, par exemple, au niveau de l'école, la loi des pionniers. Voilà. Nous avons l'éducation, voilà. Nous avons l'éducation civique. Ce sont là des mesures structurelles. Et puis, nous n'oublions pas, au cœur de toutes ces dérives que nous voyons, il y a la dimension économique. Oui. Comment est-ce que vous allez faire? Madame à côté accusait les parents. Oui, c'est vrai. Depuis ce matin, je ne suis pas à la maison. Je suis au travail. Madame est au travail. L'enfant est où? Les enfants de 2 ans, vous les emmenez dans les garderies et autres, 3 ans. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais non, pour les plus vieux qui sont à la maison après les cours. Pour les plus vieux qui sont à la maison après les cours, vous avez la télévision, vous avez l'internet, vous avez les Android. C'est un ensemble de mécanismes qu'il faut tenir compte. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser le modèle de la Chine ou de la Corée du Nord pour allumer... Bon, je sais que les gens vont crier que je suis un dictateur. Bon, je n'ai jamais été démocrate. Je n'ai jamais été démocrate. Donc, où on pourra limiter l'accès à Internet, par exemple. L'accès à Internet, création de la mise en place des cinémas, des piscines, des centres. Et qu'est-ce que nous voyons dans le cinéma? Voilà. Vous avez aujourd'hui le dessin animé, on appelle ça globalement comme ça. Là.
Mais regardez le message qui est véhiculé. Mais tout passe par le dessin animé. Ça passe par là. Voilà. Toute la poubelle, la saleté, on dévase par là. Donc il faut que l'État ait aussi des mécanismes de contrôle, parce que là, nous sommes à l'heure du numérique. Avec les mécanismes traditionnels, on ne peut pas réguler. C'est pourquoi je parlais de la régulation sociale. On ne peut plus réguler avec la loi. Comment pouvez-vous réguler avec la loi un enfant qui se retrouve dans sa chambre avec un téléphone, un enfant de 11 ans, où les parents ont acheté un téléphone Android. L'enfant a l'Internet, a tout. Et puisque vous savez que ce mouvement-là vient d'ailleurs. Nous l'avons pris parce que ça vient d'ailleurs. Et il y a aussi... Mais nous disons toujours cela pour nous justifier. Non, je ne justifie pas, je ne justifie rien. Moi, j'ai toujours donné la donc nous, on ne peut pas créer un phénomène, ça vient toujours d'ailleurs. Non, vous savez que le phénomène du bébé noir, ça ne vient pas d'ici. Mais les Yonkais, nous l'avons connu ici. Hein. Bon, voilà. Est-ce que les gangsters, c'était la même ampleur? Mais c'est des phénomènes de société qui naissent comme ça. Je suis totalement d'accord. Ouais. Maintenant que nous sommes à l'heure de la dangerosité de ce que nous vivons, c'est que ça dépasse les frontières. Ah oui. Et l'État n'a pas le contrôle total. Il faut parler même des stupéfiants qui voilà. Donc, puisque ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils consomment pour aller faire? Vous voyez que c'est tout un package où on retrouve tout à l'intérieur. C'est un panier à crabe. C'est vraiment une urgence. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, il faudrait que nous regardions avec le numérique. Il faudrait que nous regardions avec l'instruction civique. Il faudrait que nous regardions avec le programme scolaire. Comment faire pour maintenir les enfants longtemps à l'école? Ça, on peut le faire. Bon, merci beaucoup. Moi, Oui. Donnez-lui d'abord la parole. Monsieur Romic, vous allez m'excuser parce que voilà. je sollicite. Ouais. Et lorsque vous nous accordez la parole, tenez quand même compte de minutes. Parce que oui, j'ai eu comme l'impression que je suis venu accompagner le co-débatteur sur le plateau. Le doc est habitué au cours, il faut le comprendre, non? Oui, justement, voilà, mais il faudrait qu'on donne la possibilité à tout magistral. Tout invité de prendre la parole. Bon, mais moi, je m'interroge. Bon, je voulais aussi aller d'abord voir d'abord les causes, parce qu'on ne peut pas, lorsque la maladie est mal diagnostiquée, peu importe la quantité de médicaments que vous pouvez prendre, vous ne pouvez être jamais guéri. Donc on ne peut pas présenter le remède sans pourtant au départ voir d'abord les causes qui sont effectivement à l'origine de ce phénomène-là. Vous savez, d'entrée de jeu, moi je me suis interrogé, comment sommes-nous arrivés là? C'est ça. C'est fondamental. Parce que nous vivons dans une république, nous ne vivons pas dans une jungle. Voilà. Et dans la jungle, nous savons tous qu'il y a la loi du plus fort qui règne. Il n'y a pas ce qui m'appartient dans la jungle. Tout est pour tout le monde, la guerre elle est permanente. Mais nous sommes dans une république. Et qui dit république dit un État organisé par des lois. Absolument. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, lorsque les individus vivent dans un État, il est vrai que chacun peut développer un comportement donné. Mais on développe un comportement donné qui peut être contraire aux lois de la République par rapport à un problème donné. Absolument. Le problème peut être par exemple le chômage. Parce que lorsque une personne traverse une période de chômage et qu'il a une famille à nourrir, je vous dis, il peut poser un acte ignoble, n'est-ce pas, pour souvenir aux besoins de sa famille. Absolument. Donc il y a le chômage par exemple, mais il y a également l'abandon familial, suite par exemple à un divorce ou encore à une accusation de sorcellerie. Parce qu'il y a des enfants qui se sont retrouvés dans le chômage des parents aussi. Justement, il y a ça aussi. Et il y a également le problème de pauvreté. Ouais. Il y a des parents qui ont des difficultés financières pour souvenir aux besoins de leurs enfants. Et donc ces enfants se sont retrouvés dans les rues, non pas de manière hasardeuse. Mais attention, nous vivons dans une république telle que je viens de le dire, et une république est censée faire à ce que les individus puissent vivre en liberté et vivre dans le bien-être. C'est comme ça que ça se passe. Et donc il y a des mesures qui sont prises dans un État pour éviter qu'il y ait par exemple la montée de la criminalité ou du banditisme. Absolument. Vous voyez, vous avez des mesures répressives. Là, par exemple, nous avons la police, nous avons la gendarmerie et nous avons la justice. Voilà. Qui sont censés faire normalement leur travail. La police a pour quel but? La police et la gendarmerie ont pour but de traquer les bandits, des criminels et le mettre au service de la justice qui a compétence de le juger. Et par la suite, leur infliger des sanctions ou des pénalités. Et des pénalités pour chercher à les réintégrer. C'est comme ça parce que l'État est le monopole de la violence légitime, comme dit Max Weber. Et la police est apolitique. La police ne peut qu'agir dans le cadre du règlement de la République et de l'ordre de la République. Absolument. Ça, c'est des mesures répressives. Et à côté des mesures répressives, vous avez des mesures préventives. Et je me demande dans notre pays si nous avons des mesures préventives. Parmi les mesures préventives, vous avez des programmes socio-éducatifs. Et là, je vois par exemple le ministre des Affaires sociales, qui a aussi le devoir de venir en aide aux enfants qui sont pauvres, qui ont des difficultés pour aller à l'école, qui ont des difficultés pour manger. Et vous avez également le problème de l'éducation également. Surtout là. Surtout l'éducation.
Est-ce que dans l'éducation, quand je parle de l'éducation, je parle de l'instruction, c'est quand je viens de dire... oui, j'en venais. Oui. Vous êtes pédagogue, vous avez l'élève congolais en face. Vous connaissez donc les programmes scolaires congolais. Lui venait de dire quelque chose. Nous étions des pionniers au Congo. Dans les matières que nous étudions, il y avait l'instruction et l'éducation. Mais au niveau de l'éducation, il y avait une matière qu'on appelait la morale. En tout cas, chaque jour, vous avez un code de fonctionnement, il y avait un livre. On devait administrer la morale et l'élève. Et cette morale rimait avec, en fait, l'idéal que visait le pays. Donc, le pays voulait avoir un type d'homme, hein, selon sa stature. Mais aujourd'hui, je voulais poser la question. Il y a la matière institution civique. Nous voyons à la maison. Est-ce que cette institution civique rime avec l'idéal visé, c'est-à-dire l'homme que l'État congolais vise? Quel est le contenu? Bon, quel est le contenu? Est-ce qu'il peut transformer? Quel est le contenu? Pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Voilà. Permettez-moi d'abord de puiser ma réflexion parce que vous m'avez coupé la parole. Donc, je parlais, il y a l'éducation. Et dans l'éducation, nous avons donc l'instruction civique. Bon, on pense que je vais d'abord signaler en tant qu'enseignant, l'instruction civique est mal enseignée dans notre pays. Et le programme que nous avons, je qualifierais même, c'est un chiffon. C'est complètement tombé en obsolète. C'est un programme qu'il faut revoir. C'est un vieux programme qui est mal enseigné. Et il y a même certaines écoles publiques, tout comme privées, n'enseignent pas l'instruction civique dans notre pays. Mais c'est grave. Si des gens n'enseignent pas, je n'ai jamais compris ça. On ne réalise pas l'homme. Je n'ai jamais compris ça. Donc, l'éducation civique enseigne des valeurs qui sont étroitement liées à la République. Ah, c'est ça, c'est justement, c'est comme ça que ça se passe. Bon, je voulais aussi ajouter quelque chose. Quand je parle de mesures préventives, nous avons également la construction de sortes de formations. Ça également, c'est important. Est-ce que nous avons des sortes de formations ici dans notre pays? Les sortes de formations pénitentiaires. Est-ce que ça existe? Nous en avons. Parce que ces bandits-là, lorsqu'ils sont traqués, n'est-ce pas, non seulement ils vont épuiser leur peine, mais aussi en même temps, ils doivent apprendre un travail. Subir une formation dans plusieurs métiers. C'est la menuiserie ou encore la mécanique et autres. Voilà. Et pour leur réinsertion sociale. La réinsertion sociale n'est pas une affaire de famille. Non, c'est une affaire de l'État. C'est l'État qui est censé mettre en place des mesures préventives pour éviter qu'il y ait montée du banditisme et de la criminalité. Voilà les causes. Oui, voilà. Merci beaucoup. Nous en revenons. Je vais revenir. On a évoqué un peu presque en vrac. Hein, oui, d'une manière ramassée. Oui. D'une manière ramassée. Mais s'il faut suivre un schéma, je vais insister que tout commence par la cellule familiale. Absolument. Je prends un peu l'exemple sur nous. Nous sommes des années 60, 70, 80. Et à l'époque, nous avons connu l'école La République populaire, l'école de la République populaire du Congo. Voilà. Et déjà, dans nos familles, l'éducation de l'enfant commence dans sa famille. C'est la famille qui forme le cadre de demain. Et quand on parle de l'État, l'État ne vient qu'après. Dans votre famille, mon frère qui est là à côté a évoqué le numérique, les écrans, les écoles, les maternelles, là où on va laisser les enfants et tout. Mais ce ne sont pas ces instruments-là qui sont en cause. Que fait le parent face à son enfant qui est devant les écrans? Attendez, non, laissez-moi terminer mon idée, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Et c'est aux parents de commencer à réguler son enfant depuis la maison. Nous, à l'époque de la République populaire, c'est comme ça que ça se faisait. C'est le parent d'abord qui t'inculque les valeurs de la vie, comment respecter son prochain, comment respecter le bien public, comment respecter la société, comment respecter les lois de la République. Et quand l'enfant arrive à l'école, laissez-moi terminer mon idée, s'il vous plaît. Quand l'enfant arrive à l'école, c'est maintenant le maître de l'école, l'enseignant prend le relais. Mon frère qui est là à côté parle, il dit que l'instruction civique est mal enseignée. Ah non, j'ai essayé de regarder les cahiers de mon fils, il y a des bonnes notions qui sont donnés. Mais il y a un problème. Il y a une sorte de relâchement au niveau parental, au niveau des enseignants à l'école, et c'est parti comme ça en vrague. Une question. Relâchement, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, regardez, prenons un exemple. Pourquoi ce relâchement? C'est l'abandon. On abandonne les responsabilités. Mais pourquoi cet abandon? Est-ce que le Congolais qui a un enfant peut abandonner pour abandonner? Oui, il faut qu'on cherche. Mais il y a une réalité. Il y a une réalité dans notre société aujourd'hui. Quand je parle de l'école de la République populaire,
Je me rappelle encore de nos manuels scolaires. Vous voyez, notre société a un problème. Nous sommes en train d'abandonner nos propres valeurs africaines. Nous sommes en train d'abandonner les valeurs congolaises pour adopter, pour épouser, embrasser les valeurs venues d'ailleurs. La République reste la même partout au monde. Non, nous sommes africains, nous sommes congolais. Il y a des réalités qui sont propres à nous. Quand on parle même de l'instruction au niveau de l'école, mais il faudrait que les programmes scolaires puissent refléter également notre société. Or, aujourd'hui, quand vous prenez les manuels, on parle de quoi? À l'époque de l'école République populaire du Congo, nous avions des histoires. On nous éduquait sur des contes. On nous éduquait sur des histoires. C'était des belles histoires. On parlait de la vie au quotidien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous retrouvons dans les manuels? J'ai comme l'impression que madame est tentée d'aborder les problèmes superficiellement. Parce que vous ne savez pas toucher les causes pour bien analyser la situation. Ça, c'est vous qui pensez que je l'analyse. Je parlais tout à l'heure de l'instruction civique et malon. C'est pourquoi je le dis. Nous n'avons pas de spécialistes formés pour enseigner l'instruction civique. Ce sont des enseignants des écoles primaires qui enseignent tout, j'allais dire. Mais je crois qu'à l'époque, c'était pareil. C'était nous qui nous enseignaient. S'il vous plaît, à l'époque, nous n'avons pas de spécialistes tels que... C'était le rôle du PCT. Celui qui enseigne les mathématiques, qui enseigne la philosophie, il est formé pour ça. Mais ici, on fait les à peu près. Lorsqu'on parle de l'éducation, il n'y a pas de à peu près. Il faut s'engager une bonne fois. Et vous parlez également de la famille. C'est vrai, la famille est la première racine de la vie éthique de l'État. Mais n'oubliez pas que non, après la famille, il y a la société civile. Là où l'individu, parce que par exemple, à la mort des parents, l'individu est censé intégrer la société civile. Et après la société civile vient l'État. La société politique. La société politique. Donc les trois sont étroitement liés. Maintenant, s'il arrive que les parents n'ont pas pu, n'est-ce pas, éduquer leurs enfants. Parce que j'ai évoqué tout à parmi le que j'ai parlé, la pauvreté des parents. C'est un fait réel. Non, moi je ne suis pas d'accord avec je suis en train d'arriver, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est son avis. C'est son avis, non. Parce que les enfants sont dans la rue. C'est son avis. Moi, je suis enseignant, je suis en train de parler parce que je suis sur le terrain. Je parle en connaissance d'une cause. Il y a des enfants, il y a des parents qui ont des difficultés pour envoyer les enfants à l'école. Mais pour payer l'assurance pour 250 francs. Parce que n'oubliez pas que l'éducation est très chère. Ça coûte très cher. Comme dit Aristote, l'éducation a des racines amères, mais ses fruits sont doux. Donc il faut investir. Il faut manger le matin. Il faut payer les fournitures scolaires. Il faut payer les déplacements. Surtout dans le passé d'école. Vous avez des élèves qui sont loin de Mayanga là-bas, qui viennent, comment ça s'appelle, en Madibo pour fréquenter. Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. Donc ne pensez pas que les parents sont démissionnaires. Non, je sais que c'est une question qui est multidimensionnelle. C'est une question qui concerne plusieurs personnes. Je le sais pertinemment. Il y a l'État, il y a la famille, n'est-ce pas, qui sont impliqués en ce qui concerne cette situation. Je le sais pertinemment. Mais je dis ceci. Est-ce que lorsque j'ai parlé de mesures préventives, avons-nous réellement des mesures préventives établies dans notre pays? Nous avons combien d'écoles, par exemple? Bon, là, par exemple, là, on peut dire que bon, voilà, les écoles sont en train d'être construites. Je peux le dire. Sous l'administration de M. le ministre Jean-Luc Moutou, nous savons qu'il est en train de travailler. Ce qui est sûr, c'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas du tout suffisant. Est-ce que nous avons des sortes de formations pénitentiaires? Vous traquez ces bandits-là, mais ils doivent fournir une formation pour l'insertion sociale. Je vais donner un exemple. Nous avons vécu cet exemple. Nous étions encore jeunes comme toi et moi. Nous étions à l'école de la République populaire. Lors du procès Ngouabi, les parents étaient du PCT, il faut le dire comme ça. Lui aussi, il avait pour père un membre du Parti congolais du travail. Les enfants on nous avait obligés de suivre le procès. Pourquoi? À la maison, nous suivons la radio. En fait, on devait faire comprendre à tous les enfants que ce qui se passe est dangereux pour la République. On revient de l'école, je ne crois pas au CE2 comme ça, nous suivons. Qu'est-ce qui est resté dans ma tête? Ndala Gra, il prend la parole. Non, il y avait un monsieur qui s'appelait Bazonza, procès Marin Ngouabi, un certain Bazonza. Étudiant arrêté à la maison d'arrêt. Donc je crois lycéen, qui avait pris le bac du coup, dans la maison d'arrêt. Ça, tu me rappelles quelque chose. Et quand on pose la question comment il a fait, on dit, mais dans la maison d'arrêt, il y avait une formation aux examens d'État. Et Ndala Gra est prisonnier lui aussi, comme il était spécialiste en physique-chimie, administrait des cours à ces derniers, et le jeune prend le bac du coup, et il sort de là. Bon, il sort de là, on le réintègre dans la société. Mais monsieur Okila, voilà, le même programme continue, non, je vous en prie. Et donc la problématique est là clairement posée.
Est-ce que nous avons des sangs de... Je pense, hein, je peux donner un avis en passant. Lorsqu'il est question des enfants, vous avez cité ces souches. Il y a la famille, il y a l'État, il y a la société civile et l'État. Mais les parents, c'est toi et moi. Bien sûr que voilà. c'est moi. C'est toi et moi. Mais c'est aussi les autres qui sont au village, qui sont chômeurs. Mais justement, quand on parle du chômage... C'est de vraies questions qu'on va se poser. Monsieur Okilas, quand on parle du chômage... Quel est le rôle en ce moment-là de l'État? C'est la question que je vais poser. Mon frère là à côté a dit que ce problème-là est multidimensionnel. Voilà. Je suis d'accord avec cela. Je suis simplement malheureuse de constater qu'on recharge l'État. Non. Quel est le rôle de l'État? Regardez, on parle du chômage. Attendez, monsieur Okilas. Attendez, je vous pose une question bien. Je vais vous poser une question. Attendez, s'il vous plaît. Relever un fait. La plupart de nos cadres qui sont ici aujourd'hui, qui sont les gouvernants, la plupart qui sont des grands cadres aujourd'hui, leurs parents étaient des paysans. Et pour la plupart, ils étaient... Non, vous n'êtes pas dans le temps. Mais il n'y a pas eu bébé noir à cette époque. Non. Mais c'est pour cette raison que j'insiste sur la base de l'éducation familiale. Ne comparez pas les temps, soyons dans la matière. Quel est le rôle de l'État vis-à-vis de l'individu? Pourquoi ne pas comparer les temps? Attendez, je pose la question. Quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle de l'État? Parce que ce qui se passe ici, nous avons écouté même des ministres dire, je le dis, face à un tel phénomène, vous en avez en France, vous en avez aux États-Unis, vous avez le phénomène du terrorisme dans le monde. Vous verrez que les États n'interpellent pas les parents. Parce que si l'État commence à interpeller les parents, c'est la faillite de l'État. À quoi bon l'État? Pourquoi l'État a été créé? Le parent dont vous faites allusion est dans l'État. Il a besoin d'être instruit aussi. Le parent, ce n'est pas parce qu'il est vieux, mais il peut être médiocre. Alors un État va culpabiliser un sujet, là l'État se meurt. Si votre enfant à la maison... Ne regardez pas aux autres, regardez à l'État. Votre enfant à la maison, si vous n'arrivez pas à inculquer les... Non, attendez. Tu as un discours politique. Non, c'est pas un discours partout. Non, c'est un discours partout. On vit dans la politique, on vit politique. Non, attendez. Je vous dis quel serait le rôle de l'État. Je ne vous ai pas dit, que l'État n'est pas responsable. Je dis que l'État a une part de c'est la loi, l'application des lois. C'est l'application des lois et non les hommes. Un enfant de 12 ans qui à 21h, 22h se retrouve dehors pendant que son père ou sa mère est déjà couché. Est-ce que c'est ça aussi l'État qui viendra dire à vous? La police arrêtait. À notre époque, la police. Mais c'était d'abord le parent qui faisait. Mais on ne police pas. Attendez, à l'époque. Elle a oublié le phénomène des enfants de la rue. Non. Ça, c'est venu. Mais c'est une cause, madame. C'est une cause réelle. Attendez. Organisons le débat. Quand un parent n'arrive pas à faire. Mais d'abord, les parents faillissent. À la maison, à 20h, 21h, l'État, qu'est-ce qu'il a à voir? Prenez votre temps. Non, s'il vous plaît. Ce discours, vous ne l'avez pas. Non, excusez-moi. Ce discours, vous ne l'avez pas en Europe. Sincèrement, vous ne l'avez pas en Europe. Comparaison n'est pas raison, monsieur Okilas. Vous ne l'avez pas dans les États. Attendez, l'État, la République, c'est la fin des individus. L'État et la République, c'est la fin des individus. Dans un État, on ne parle plus de famille. Écoutez, les responsabilités... Non, attendez d'abord. Soyez cohérents. Madame. Non. Oui, justement, mais il faudrait que ça soit de façon en ordre d'adulte. Regarde, vous avez les parents. Les parents font jaillir un individu dans la société. Mais la société ne sont plus les parents. Il est avec des amis, il est à l'école, ainsi de suite. À supposer qu'il perd ses parents. Mais l'État a une responsabilité vis-à-vis de l'individu. C'est la raison d'être même de l'État. Est-ce qu'un parent peut réguler la vie dans la société? Est-ce qu'un parent peut contrôler les enfants dans la société? Jamais. C'est l'État. Et vous avez pu le faire constater. Les parents faillissent, oui. L'État a failli. Et même la loi, l'application de la loi. Mais l'exemple nous a démontré aujourd'hui, quand l'État faillit, c'est grave. Parce que le parent n'est pas une institution. L'homme vit dans la société. L'homme ne vit pas dans le ventre de son père et de sa mère. Même la maison est dans la société. Donc c'est là où nous nous disons, toi et moi, nous avons bénéficié d'une éducation à l'école. C'est pas les parents. Attendez. Non, ça a commencé par la maison. Attendez, mais je suis d'avis avec vous. Mais le plus, si on a appris à respecter les biens publics, c'est pas papa et maman qui le disent. Aussi, franchement, non. Ça a commencé à la maison. Attendez d'abord, prenons les choses au sérieux. Bien sûr que moi, mon père m'avait jamais dit, n'injurie jamais les responsables. Dans l'éducation traditionnelle, il n'y en a pas. Ah, mais là, non, c'est à l'institution. Non, attendez. S'il vous plaît. Quand j'ai maîtrisé les noms des ministres dans la République, on disait tel ministre, le pionnier, tel militant, conseil efficace de la jeunesse, dans tous ces actes, c'est pas la famille, même papa ne connaissait pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont bâti? L'État congolais a bâti des hommes modèles.
À l'époque, on ne pouvait même pas parler des bandits. Mais c'était ça la conséquence. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a déviance simplement parce que cette éducation manque. Vous pensez que tous les parents, quand vous dites ça aux parents, ils sont d'accord qu'ils ont failli. Mais moi, je n'ai pas failli. Moi, je suis un parent. Je n'ai pas failli. Or, si l'homme, excusez-moi, parce que quand vous ne parlez que des parents, posons la question, quel est le rôle de l'État? Je ne parle pas que des parents. Bon, maintenant, c'est pourquoi je dis. Il y a des parents. Ma question, c'est celle-là. Il y a la société. Mais c'est tout ça. Maintenant, qu'est-ce que l'État congolais? Mais qui passe à l'acte là? Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas les parents. Voilà. C'est l'État qui est en train d'assurer de l'ordre. On accompagne, non? Maintenant, on dit, après tout ça, qu'est-ce que l'État doit faire? Voilà la question. C'est là la question. Il faut revenir sur cette question. Je laisse d'abord la parole à mon frère. Voilà. Que devons-nous faire? Parce qu'on cherche à gagner. Il faut qu'on sauve cette jeunesse. C'est pourquoi je dis, sortons des responsabilités. Ça, c'est dépassé. Je suis désolé. Que faut-il faire? Premier que je l'ai dit ici, ça deviendra une redondance. Je vous ai dit ici, j'ai cité Hugo, qui dit la tête de l'homme du peuple. 46 minutes. Cultivez là, arrosez là, construisez là, vous n'aurez pas besoin de la couper. Je dis ici que les mécanismes de socialisation ont échoué. Que faut-il faire? Il faut reconstruire l'homme. Reconstruire l'homme par... Je vous ai dit qu'il y a deux mécanismes. Nous avons la résolution opérationnelle, ce qu'il appelle les mesures, comment vous appelez, répressives. Oui, oui. Et nous avons les mécanismes, la résolution structurelle. Et la résolution structurelle commence par la socialisation. Mais finalement, cette socialisation, on va évoluer dans des questions déjà. Oui. Nous allons vers la fin. Oui. Quel type d'éducation? Nous sommes en démocratie, je vous en prie. Vous avez connu l'éducation marxiste. Voilà. Quel type d'éducation aujourd'hui apporter à l'élève congolais? Quel type d'instruction civique? Madame, ce que nous avons vu dans l'instruction civique, lorsque vous enseignez le drapeau aux enfants, vous ne l'enseignez pas comment se comporter vis-à-vis de l'autre. Vous ne l'enseignez pas comment ne pas tuer. Quel type d'éducation on peut inspirer comme ça, qui peut permettre à nos enfants, par exemple, de comprendre que la vie est sacrée? Ils comprennent la sacralité de la vie. Ils comprennent la sacralité de l'État. Ils comprennent Là, c'est des enfants. Mais vous avez des vieux qui se comportent comme ça, qui n'ont rien à cirer des invités. Mais quand vous avez des gens qui volent l'argent de l'État, c'est parce qu'on ne sait pas lire. Qu'est-ce que ça signifie? C'est l'argent de tout le monde. Mais ils sont fous. Nous sommes là dans une société barbare. Maintenant, comment on doit faire? Comment doit-on faire? Premier Kokilas. Voilà. C'est vrai qu'on parle des enfants aujourd'hui, vous avez touché un point. L'enfant, c'est un instrument il y a plusieurs manières de lui inculquer le savoir ou l'instruction. L'enfant peut le faire par mimétisme, en voyant ce que font les parents. C'est pourquoi je voulais parler ici, j'avais dit la reconstruction de l'homme. Un État peut se construire. Le premier instrument à construire, c'est l'homme. On n'a pas construit l'homme. L'éducation, c'est comme, vous avez une société, et c'est là qu'on peut être fort. Vous avez une société, vous avez découvert une technologie, il vous faut le logiciel qui va avec. Quel type de jeunesse pour quel type d'État que nous voulons? Mais c'est ça l'idée. Mais si, au départ, vous n'avez pas pensé cela, pensé l'État, pensé la société, on patauge comme nous faisons. Je vous ai dit ici, il faut déterminer au niveau de l'éducation, au niveau structurel, c'est-à-dire l'éducation civique, il faut donner aux enfants les valeurs de la République. C'est quoi la République? C'est quoi la République? La République. Nous, on a fait la loi qui échappe aux vieux ici. Qui échappe au gouvernement. Voilà. Qui dit, quelqu'un peut te dire non, voler l'État, c'est pas voler quelqu'un. Voilà. Alors que l'État est plus puissant que l'individu. Et c'est pas moi qui va construire ce pays. C'est pas moi qui va construire ce pays. Comme vous dites, on essaie de mettre la rigueur là où on est là-bas. Non, c'est toi qui vas arranger les NAM. À partir de ce moment-là, ça pose problème. Mais tu évolues là-bas. Donc, ça pose problème. C'est toi qui vas arranger l'université Madame Wabi, ça pose problème. C'est toi qui vas arranger le ministère, ça pose problème. Donc, en réalité, quand on se focalise sur les enfants, c'est une fuite en avant. La société globalement est à refaire et à revoir. Maintenant, réfléchir comment garder plus les enfants à l'école. Réfléchir comment les espaces de jeu des enfants. Madame qui dit que les parents sont totalement responsables, mais non. Ah non, parfois pas. Attendez. Vous m'avez incriminé, je n'ai rien dit, madame. Il faut voir les types de débat. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Lorsque nous sommes ici, tu es au boulot depuis le matin, tu n'es pas rentré à la maison.
La femme au boulot n'est pas rentrée, ou bien maman est en train de vendre au marché. Parce que la vie est dure. Nous avons l'avantage que nous avons, c'est que la plupart d'entre nous, des mamans étaient les femmes au foyer. Donc papa n'est pas là, maman compense. C'est le modernisme. Voilà, maintenant le modernisme, voilà pourquoi je dis il faut tenir compte de ces éléments-là et s'adapter aux nouvelles technologies à la société actuelle. Voilà. Mais créons donc ce que j'appelle des espaces et les instruments de socialisation. Voilà. Comment est-ce que nous allons socialiser notre... Voilà, nous allons commencer là et puis on va ajouter par madame. Alors, quel type franchement d'éducation? Parce que là nous réfléchissons. On veut donner matière. Que faire? Bon, mais d'abord quand on parle de l'éducation... Il aborde une question importante. Oh, justement, quand on parle de l'éducation, il faut voir d'abord deux volets. Le premier volet, c'est la discipline. Le deuxième volet, c'est l'instruction. C'est Emmanuel Kant qui en parle sur les réflexions sur l'éducation. Il prend l'image d'un morceau de bois. Il dit que non, l'enfant quand il vient au monde ressemble à un bois qui est courbé, qu'il faut nécessairement dresser pour donner... tordu par nature. Tordu, effectivement, pour donner une forme. Il faut donner la forme. Par la loi. D'une part, vous avez donc la discipline qui est répressive. Et au niveau de la famille, ça s'exprime par exemple par des punitions dès le bas âge. N'est-ce pas? Il y a aussi la chicotte. Dans le code, surtout ce qui a fait de nous les citoyens. Ça, on a pas enlevé. On a pas enlevé. La chicotte n'existe plus à l'école. Hein. Ça n'existe plus. Mais tout le long de sa vie, il y a la loi. Là, pour faire plaisir à madame. Hein. Donc, au niveau de la famille. Le genre. Non. C'est l'ambiance. Au niveau de la famille, donc c'est ce qui... Voilà. Donc, il faut sanctionner les enfants de le bas âge. L'enfant vole, par exemple, de l'argent. Il dit que ça, ce n'est pas bon. L'enfant incite le grand frère. Il dit que ça, ce n'est pas bon. Parce que ça commence par là. Et lorsqu'il va intégrer finalement la société, il sait que non, il y a des autorités qui sont là, il y a le bien public qui sont là, qu'il ne faut pas voler, il faut faire ceci. Et la loi est là pour sanctionner à tout le monde. Pour sanctionner à tout le monde. Mais comment un parent qui vole l'argent peut punir son enfant? On encourage pas. Il y a des parents qui ont... Il y a des enfants... fait. Tu peux amener des milliards de millions à la maison. Je vous en prie, il reste 2 minutes. Ma réflexion... Je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver. Il y a des enfants qui sont devenus les parents de leurs parents. C'est-à-dire qui imposent une volonté auprès de leurs parents. Donc, nous avons donc la discipline, vous avez l'instruction. L'instruction s'exprime par la transmission des valeurs. Ça peut être des valeurs patriotiques, des valeurs républicaines et même des valeurs familiales. C'est ça qui manque au Congo. Et ensuite, l'instruction civique. Voilà. À l'école. De qualité. Voilà. Parce que le point d'aboutissement de l'éducation, ce n'est pas la famille, je vous en prie, c'est l'école. C'est l'école. C'est l'État qui a les derniers mots. Parce que là où les parents ont failli, l'État a le devoir et la responsabilité de résoudre la situation. Ce qu'on appelle l'éducation nationale. C'est comme ça que ça se passe. Pour ça, il n'y a même pas... Le contraire n'est pas possible. Voilà. Madame. Bon, moi je dirais que je ne vais pas... Comment on va faire pour nos enfants là? Oui, comment on va faire? Ramenons d'abord les parents à prendre leurs responsabilités en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. Commencez d'abord par inculquer aux enfants les valeurs au sein de la famille. On ne vole pas. Quand tu vas à l'extérieur, il y a quelque chose qui ne t'appartient pas, ne prends pas, ne gaspille pas ce qui appartient à l'État, car l'État, c'est nous tous, le bien public, il faut respecter. Ça doit commencer à la famille. Dans la famille, respecter les autorités, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est... au niveau de l'État, parce que comme mon frère l'a dit, quand les parents ont failli, parce qu'il peut arriver que les parents faillissent, il faut que l'État prenne le relais. L'État doit mettre les mécanismes en place pour récupérer les enfants qui échappent au contrôle parental. Donc, mettre les mécanismes en place, créer les centres de formation, d'éducation, pour récupérer ces enfants-là et notamment créer aussi des centres qui vont permettre aux enfants d'avoir des métiers. Absolument. Et, parce qu'il y a aussi l'oisiveté. C'est l'oisiveté aussi qui pose, qui est un grand problème. Quand quelqu'un n'a rien à faire, il passe son temps à regarder les écrans et tout, avec tout ce que nous recevons dans nos maisons, dans nos téléphones comme vidéo et autres, ça affecte aussi le mental. Donc l'État doit prendre ses responsabilités, créer des conditions pour que les enfants, si jamais n'ont pas reçu ce qu'il faut dans la famille, que l'État les récupère. Créer des conditions pour que les enfants soient formés et trouvent du travail. Comme je l'avais dit tout en amont, le travail, c'est pas seulement la fonction publique. Il y a bien d'autres domaines dans lesquels on peut travailler, gagner bien sa vie. Et l'État doit mettre les mécanismes en place. Monsieur, je vous en prie, je ne peux pas rapidement une minute. Je peux quitter votre façon pour te dire 2 mots. J'insiste sur la réforme de la police. La réforme de la police, la réforme de la justice.
Parce que nous aurons appris que lorsque ces bébés noirs sont appréhendés, mis à la disposition de la justice, il y a des magistrats qui sont là en train de les libérer moyennant 100 000. Ça, c'est un fait qu'il faut dénoncer. C'est grave. Ça, c'est discréditer l'action de notre... Il faut sanctionner. Il faut sanctionner même. C'est l'État. Il faut sanctionner. Voilà la justice qui est dans une... Il faut, l'appareil judiciaire doit être réformé. Et aussi, il faut ajouter, j'insiste là-dessus, le chômage. Il faudrait que l'État soit à mesure de construire des centres de formation. Parce que l'oisiveté également peut pousser ce jeune-là à poser des actes ignobles. Voilà. Ça, il faut le signaler. Il y a aussi le chômage. Merci beaucoup. En un mot. Une minute, s'il vous plaît. Est-ce que à Oyonfola, par exemple, il y a des enfants de la rue? Au village, il n'y a pas d'enfants de la rue. Pourquoi? Alors qu'il y a des enfants dans les milieux urbains. Pourquoi? Parce que il y a les mécanismes sociaux d'encadrement. Ici, nous avons des inégalités sociales. Voilà, dans cette configuration, mon cher frère, c'est le côté anthropologique qui intervient. Dans cette configuration, faites tout ce que vous voulez. Voilà. Le phénomène restera. Voilà. Le banditisme urbain prendra de l'ampleur. Et ce qu'on fera, ça sera un coup d'épée dans l'eau. Donc, il faut penser les mécanismes d'encadrement social qui font en sorte que baisser les inégalités. Et que ceux qui gouvernent ne pillent pas l'argent pour aller mettre ailleurs et créer des chômages et des chômages au pays. Et ça crée l'insécurité parce qu'en réalité, c'est une construction. C'est une construction parce que les gens vivent au-delà de leurs moyens. Quand vous voulez au-delà de votre moyen, vous volez l'État et vous créez la sécurité à l'État. Et ça, c'est ce que nous vivons. Mais il est démontré que c'est dans le monde, c'est dans les quartiers pauvres. Mais c'est clair. Misérable que vous avez le banditisme. C'est clair. Vous avez des casseurs, vous avez des gangsters à Harlem, tout ça. C'est des milieux pauvres où les gens n'ont pas du travail. La pauvreté crée toujours un tel phénomène. Raison pour laquelle, cher téléspectateurs, nous avons pensé nous avons pensé tenir un tel débat pour commencer à faire réfléchir déjà les Congolais. Parce que pour certains, ils pensent qu'après cette opération, c'est fini. Vous avez dit quelque chose de fondamental que j'aime bien chez Emmanuel Kant. Et Rousseau lui dit, l'homme est tordu. Et c'est chacun de nous. On est malhonnête, on est prêt à voler, ainsi de suite. Tout ça, c'est naturel, c'est barbare. Mais quand il n'y a pas la loi, quand il n'y a pas l'État, l'homme est bon parce que sa bonté, c'est faire ce que bon lui semble. Mais quand il se donne, je fais ce que bon me semble, et a fait ce que bon lui semble, mais il y a accident. Et accident, c'est cette dérive que nous sommes en train de vivre. Je peux me lever, prendre la machette, dans ma liberté, dans ma bonté, je tue quelqu'un. Ça veut simplement dire, il faut reconstruire l'État. Surtout pour les amoureux de l'État et les politiques, qui ont du mal à comprendre cette notion. Nous insistons beaucoup sur les réseaux sociaux souvent. Permettez-moi, lorsque nous étions au Mono, ces valeurs de la République ont été inculquées à tout le monde. À travers le MNP, à travers l'URFC, les femmes, à travers l'UNEAC, les musiciens, à travers l'APN, les militaires, ainsi de suite. Tout Congolais savait ce qu'on appelait la République. L'hymne des pionniers. Ils savaient là où commence la liberté, là où elle s'arrête. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que nous balançons en démocratie et rien n'est inculqué aux Congolais. C'est tout le monde qui se dit démocrate et on célèbre la journée de la citoyenneté. Mais quel est ce citoyen qui doit célébrer la journée de la citoyenneté qui peut couper l'autre à la machette? Ce qui n'est pas citoyen. Il ne sait pas ce que la citoyenneté. Donc, ce qu'il y a à faire, ce n'est pas d'aller vite en politique. Surtout que la politique est devenue religion, il faut le dire. Mais la belle politique, c'était celle du Mono, qui inculquait aux Congolais un savoir. Il n'y a pas de régime sans culture. C'est la culture qui fait défaut. L'Occident est civilisé parce qu'il a cette culture depuis le bas âge. Sincèrement, j'ai été curieux de voir le cahier d'un enfant de l'UCAM 1. Le cours que tu enseignes sur autrui, l'autre, est enseigné au C1. Il sait que ça, c'est l'autre. C'est mon reflet, c'est ma projection. Si j'ai faim, il peut avoir faim. Si je lui fais mal, j'ai honte. Parce que c'est quelqu'un comme moi. Mais le bébé noir ne le sait pas. Les vieux ne le savent pas, sinon on ne pouvait pas voler l'argent public. Sinon on ne pouvait pas, on dit même monter Mamabéza autorisé. C'est dans des sociétés sauvages qu'on dit monter Mamabéza autorisé. Civilisons notre société. Civilisons notre société, c'est un devoir. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec ces plateaux pour accompagner l'État, voir comment éduquer ses enfants. Vous avez parlé des programmes scolaires. Il faut qu'on mette ce qu'il faut. C'est comme quand les gens vont à l'église pour lire la Bible. Mais ils se forment pour bâtir un homme selon l'idéal
atteindre la stature du Christ, comme on dit. Quand on forme un marxiste, c'est pour qu'il soit marxiste. Mais il y a des connaissances. Et la formation de l'enseignant même. Voilà. On recrute les gens. Il y a des connaissances. Je suis pas de spécialiste. Je suis en train de conclure. Je suis en train de conclure. Mais il faut que l'État congolais forme un homme. Il faut former quel homme congolais selon le type d'homme. Est-ce que nous avons un type d'homme que nous voulons? Mais sinon, regardez comment on enrôle les jeunes en politique. C'est bien beau. C'est made in Congo, j'ai jamais vu ça ailleurs. Donc, pour chuter, oh là là, le temps nous fait défaut, il nous laisse une minute. Franchement, c'est tout le monde. Dont l'enfant a été arrêté pour avoir commis un crime, mais le parent qui va voir corrompre, disons corrompre. Voilà, c'est ça le propre de notre société. Ça veut dire, c'est l'instinct paternel ou maternel. Voilà, ça c'est l'instinct naturel. Non, ça c'est une crise de l'autorité de l'État. Si le fait. Quand l'État est en crise, la justice. Non, mais effectivement, s'il a la volonté. Attendez. Mais vous savez que les parents d'autrefois ne le faisaient pas. Non, ne comparez pas. Ils ne faisaient pas parce qu'il y avait de l'autorité de l'État. À l'époque, la sanction était Parti congolais du travail. Il y avait la commission de contrôle. Que dire des parents quand l'enfant est puni à l'école, ils débarquent pour dire mais pourquoi? Mais c'est l'autorité qui manque. Donc il faut exhumer l'autorité de l'État, faire asseoir des lois, donner les lois aux mains des magistrats qui savent manipuler la loi, qui ont de l'éthique et de la morale. Pas des gens qui manipulent la loi pour leur intérêt. Donc je vous assure qu'on a beaucoup à dire. Je souhaiterais qu'on revienne sur ce plateau parce que c'est le travail que nous devons faire. Et nous appelons aux spécialistes des sciences humaines. Parce qu'au Congo, les sciences humaines ne sont pas écoutées. Les intellectuels ici ne sont pas écoutés. Vous voyez sur la toile. C'est des ignorants qui veulent apprendre des choses aux sachants. C'est la dérive de notre société. En tout cas, je me permets de le dire. Les sociétés se développent là-bas parce qu'on écoute le psychologue, on écoute le philosophe, on écoute l'historien, ainsi de suite. Mais chez nous, c'est la talaque qu'on doit écouter. Fabriqué par un ministre, parfois un directeur, ou bien un chef, permettez-moi le terme, qui n'est pas spécialiste dans le domaine. C'est pourquoi ça tâtonne sur la fabrication de l'homme au Congo. Il faut fabriquer l'homme. Mais il y a des spécialistes. Il n'est pas question sur le chef, l'État dira, faire ça, on court partout, on prend de l'argent, on fait la rente pour sensibiliser. Non. Allez à la fac. Aller à la faculté. Il y a des mémoires sur la question qui pourrissent dans les bibliothèques. Voilà qui a été. Je vous en prie, on me signale que nous sommes à la fin. C'est une question, madame, très alléchante. Merci de votre présence. Je savais que la femme devait faire le jeu. En tout cas, Déborah, pour les plaisirs et moi, je te découvre désormais. Vous êtes collaboratrice de Marc Le Bazar, le philosophe. Merci beaucoup. Pambou, merci. Et Barapéa. Quant à vous, nous attendons vos réactions, en tout cas surtout la participation à cette émission. Au revoir, je vous vois la prochaine fois. Merci.